Est-ce bientôt la fin de la guerre en Ukraine? Derrière les échanges de sourires entre Trump et Poutine, derrière les poignées de main entre Zelensky et le président américain, derrière le déplacement aux États-Unis de plusieurs grands dirigeants européens, est-ce que derrière tout ça, il y a les contours d'un accord de paix? J'ai demandé à Benjamin Delille, chef adjoint du service Planète de Libération, ce qu'on pouvait lire entre les lignes de ces sommets diplomatiques. Quand on a suivi, notamment dans Libération, la campagne américaine et donc le retour au pouvoir de Donald Trump, il y avait une chose qui était assez importante que martelait Donald Trump, c'était de dire « moi, si j'arrive au pouvoir, je mets fin à quasiment toutes les guerres. La guerre à Gaza, j'y mets fin, et la guerre en Ukraine, j'y mets fin aussi. » Est-ce qu'après cette rencontre avec Vladimir Poutine il y a quelques jours et avec Volodymyr Zelensky hier, est-ce que Donald Trump va réussir à tenir sa promesse et mettre fin à la guerre en Ukraine? Grande question. A priori, pour l'instant, on n'est quand même pas, on n'est pas proche d'une paix en Ukraine. Il y a encore énormément de détails à régler. En fait, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé les derniers jours, c'est qu'on voit qu'il a mis une sorte de coup d'accélérateur pour essayer d'obtenir quelque chose, sachant que dans sa campagne sur l'Ukraine, il avait été très clair, il avait dit « je vais régler le conflit en 24 heures ouais. ». Là, ça va faire 6 mois qu'il est au pouvoir. Et visiblement, rien n'a vraiment bougé. Alors, c'est faux de dire que rien n'a bougé, parce que là, on voit vraiment qu'il y a des choses, en tout cas diplomatiquement, qui se jouent ces derniers jours avec cette rencontre-là. Ce qui a été la grande crainte de ces derniers jours, c'est qu'il précipite, dans son envie de justement mettre fin au conflit, qu'il précipite une paix un peu bâclée, qui soit plutôt à l'avantage des Russes et au désavantage des Ukrainiens. Et c'est pour ça qu'on a vu là cette accélération. Et surtout, hier, Zelensky et les dirigeants européens allaient à Washington pour essayer de retenir un petit peu ses ambitions tout en le soutenant dans sa volonté de faire la paix. Et si cette discussion vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permet de ne manquer aucune de nos prochaines rediffusions de discussions, ni aucun de nos prochains reportages ou aucune de nos prochaines enquêtes qu'on publie régulièrement sur cette chaîne. On va évidemment parler de ce dont justement ont discuté ces différents dirigeants et des personnes qui ont accompagné Volodymyr Zelensky à Washington hier. Mais avant, tu le disais, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, n'ont pas beaucoup évolué en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la situation là actuellement en Ukraine? Alors, ce qui a beaucoup changé au moment où il est arrivé, c'est qu'il a réouvert très rapidement un canal de communication avec Vladimir Poutine qui était complètement fermé en fait depuis 2022, le 24 février 2022, et le début de l'invasion russe en Ukraine. Parce que si on prend, on ne peut pas vraiment parler de début de guerre. Certains disent, surtout les Ukrainiens, qu'en fait la guerre elle a commencé en 2014. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a très rapidement, dès février, passé un coup de fil à Vladimir Poutine, un peu sans prévenir personne. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une angoisse côté européen et côté ukrainien que les États-Unis se désengagent. Ce qu'ils ont fait petit à petit, parce qu'ils livrent moins d'armes, parce qu'ils ont moins d'enveloppes financière débloquée pour l'Ukraine, ce qui a poussé les Européens d'un côté à s'organiser pour appuyer la défense de l'Ukraine, et surtout voilà, ce qui a poussé à commencer à réfléchir à qu'est-ce que ce serait une paix en Ukraine si Donald Trump la poussait. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'en fait, on sent que Donald Trump s'est rendu compte que Poutine n'avait pas vraiment envie de terminer la guerre tout de suite. Et il a commencé d'ailleurs un peu à s'en plaindre au printemps et surtout en juillet en disant « Moi, je passe des coups de fil à Vladimir Poutine et quand je rentre chez moi, je vois qu'il a continué en gros de bombarder des villes ukrainiennes, Kiev, etc. » Et il a dit « C'est plus possible maintenant. » Et en fait, Vladimir, il va falloir, je crois qu'il a fait un de ses posts dont il a le secret tout en majuscule où il a dit « Vladimir, arrête !» Et en fait, c'est ce qu'il a poussé la semaine dernière à accélérer encore un peu le tempo en disant « Ok, peut-être que la seule manière pour moi de terminer ce conflit, c'est d'aller rencontrer Poutine. » Et c'est ce qu'il a fait du coup en l'invitant en Alaska vendredi dernier. Parce que là, c'est la première fois que se rencontrent Vladimir Poutine et Donald Trump depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir? Depuis qu'il est revenu au pouvoir. Ils s'étaient déjà rencontrés en 2018 au G20, et enfin plusieurs fois pendant son premier mandat, mais à l'époque, la Russie n'était pas encore l'État paria qu'elle est devenue depuis l'invasion de l'Ukraine. Et c'est peut-être la chose la plus marquante de cette rencontre en Alaska, c'est que déjà, Trump n'a pas visiblement obtenu grand-chose de Vladimir Poutine, on y reviendra, mais surtout, il a replacé Poutine sur un seuil, on va dire, de légitimité internationale. Poutine, qui, il y a 2 ans, a été visé par une plainte de la CPI, de la Cour pénale internationale, pour déportation d'enfants ukrainiens, ce qui veut dire que dans tous les pays qui reconnaissent la CPI,
il peut être arrêté. Alors, ce n'est pas le cas des États-Unis. Ils ne sont pas signataires du statut de Rome qui, justement, reconnaît l'autorité de la CPI. Mais déjà, ça l'avait un petit peu plus écarté du jeu géopolitique international. Il continuait d'avoir des alliés, la Chine, la Corée du Nord, etc. Mais en tout cas, il était plus dans une discussion avec l'Occident, avec les États-Unis, avec le monde libre, entre guillemets. Et là, ce qu'il a fait, Trump, en l'invitant en Alaska, en lui dépliant le tapis rouge, littéralement, parce qu'il y avait vraiment un tapis rouge en bas de l'avion, il a dit, en fait, ce type, on peut discuter avec lui, c'est quelqu'un de sympathique, d'acceptable, alors que voilà, les Ukrainiens et les Européens l'accusent quand même de crimes de guerre en Ukraine, et pour eux, il n'est pas acceptable qu'on remette comme ça Vladimir Poutine sur un piédestal. Et qu'est-ce qui s'est dit alors lors de cette rencontre entre Poutine et Trump? Est-ce que le président américain a quand même pu obtenir des garanties de paix potentielles de la part de Vladimir Poutine concernant sa guerre qu'il mène en Ukraine depuis 2022? On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Ce qu'on sait, c'est a priori que Donald Trump a changé de ton. C'est-à-dire que lui, il est arrivé, il avait un peu roulé des mécaniques en disant je vais voir en 2 minutes si une paix est possible ou si en fait il veut que la guerre et la guerre va continuer. Finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il est ressorti de cet entretien en ayant changé certaines de ses positions. Une des positions fortes avec lesquelles il était arrivé, c'était de dire je vais obtenir de Vladimir Poutine un cessez-le-feu en Ukraine, c'est-à-dire que en gros les armes se taisent, c'est pas la paix mais les armes se taisent et permettent finalement aux deux belligérants de commencer à discuter. Histoire qu'on puisse commencer à réfléchir à une paix. Et en fait, il est ressorti de cet entretien avec Poutine avec une conviction qui n'était pas du tout la sienne avant, mais qui est plutôt ce qu'a toujours défendu le président russe, à savoir pas de cessez-le-feu, il faut que la paix soit négociée alors que la guerre continue et qu'on arrive à un accord de paix total. Et ça, pour les Européens, par exemple, et pour l'Ukraine, c'est totalement inacceptable parce que, pour l'expliquer assez simplement, c'est très difficile de négocier quand on a un pistolet sur la tempe. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Les combats continuent. Surtout, la Russie progresse, doucement, mais elle progresse. Elle est plutôt en position de force militairement vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, ce que disent les Européens, à juste titre, c'est que c'est compliqué de négocier avec quelqu'un qui vous tire dessus. Après la rencontre entre Poutine et Trump, il y a eu donc la rencontre entre Trump et Zelensky, on en parlait, qui a eu lieu hier à la Maison-Blanche. Zelensky, il était entre autres accompagné de plusieurs dirigeants européens. Il y avait Macron, le Britannique Starmer, Meloni et d'autres. Pourquoi est-ce qu'il était accompagné de ses alliés européens, Zelensky ? L'idée, c'était vraiment, je pense, pour les Européens, de montrer qu'ils faisaient, c'était la une de Libé lundi, qu'ils faisaient bloc derrière l'Ukraine, et qu'ils étaient là pour défendre les intérêts de l'Ukraine dans l'éventualité d'un début de négociation sur justement une paix et une fin du conflit. Je pense que c'est aussi une manière d'éviter que Zelensky se fasse humilier par Trump. On va y venir après, mais il y a eu déjà une rencontre entre Trump et Zelensky en février dernier, la première après le retour à la Maison-Blanche du président américain. Et ça s'était extrêmement mal passé. Ça avait été très mal vécu à la fois par les Ukrainiens, mais aussi par tous les Européens. Et je pense qu'il voulait éviter ça. Il voulait dire à Trump, en fait, nous, on est acteurs de ce qui est en train de se passer et on veut participer à une résolution du conflit et on veut le faire dans la défense des intérêts de l'Ukraine. Et c'était quoi alors cette précédente rencontre entre Zelensky et Trump? C'était aussi pour discuter de certains contours d'accords de paix en Ukraine, et comment ça s'était passé alors? C'était exactement ça, c'était l'idée, après le retour de Trump, d'obéir à sa promesse de campagne qui était de terminer le conflit. Et il avait dit, je vais parler à Poutine au téléphone et je vais rencontrer Zelensky. Sauf qu'on s'est rendu compte, quand il est venu en février, qu'il lui avait préparé, avec son vice-président J.D. Vance notamment, un peu un piège médiatique. D'ailleurs, Trump a dit que c'était un très bon moment de télévision. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Zelensky est arrivé dans le bureau ovale, donc plein de dorures, avec toute la presse en face. Il y avait tous les secrétaires d'État et du département d'État de Trump juste à côté. Et en fait, ils lui ont vraiment tendu un piège, quoi. Il est arrivé avec sa tenue militaire, dont il est un peu coutumier. Il a commencé par se faire apostropher par un journaliste qui lui disait « Mais pourquoi vous n'avez pas de costume? C'est irrespectueux ». Zelensky s'est retrouvé un petit peu interloqué, et là, J.D. Vance en a rajouté une couche en lui disant « Vous n'avez jamais dit merci pour l'aide que les États-Unis ont fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre ». Il a dit « Mais si, je vous ai dit merci ». Et en fait, ça a été un enchaînement comme ça d'une espèce de logorrhée accusatrice de l'administration américaine contre Zelensky. Et en fait, ça faisait totalement le jeu de Poutine. Et l'idée était de faire sentir aux Ukrainiens que les États-Unis, l'aide des États-Unis n'allait pas de soi. Et ça a été vécu comme une humiliation parce que
pour le président ukrainien, qui était lui en train de subir la guerre, qui avait 3 ans de guerre dans les pattes, se retrouver comme ça, humilié face au monde entier, ça a été extrêmement difficile. Paradoxalement, ça a un peu renforcé sa position. Parce qu'il y a eu beaucoup de soutien de la part des Européens, qui ont trouvé ça scandaleux. Même au sein de l'Ukraine, il était un petit peu en perte de vitesse en termes de popularité. Et les Ukrainiens se sont sentis tout de suite très solidaires de leur président. Et c'était un moment extrêmement difficile. Et surtout, d'un point de vue géopolitique, on s'est dit, mais à quel jeu joue Trump, en fait? Est-ce qu'il est en train de déjà jouer le jeu des Russes? Parce qu'avant, avec Joe Biden, c'était très différent. C'était totalement différent. Déjà, Joe Biden ne parlait plus avec Vladimir Poutine. Il y a eu des tentatives de médiation un peu au début de la guerre, au printemps 2022, notamment à Istanbul. Mais voilà, ça n'a jamais abouti à rien. Et Joe Biden, son but revendiqué, c'était clairement de soutenir corps et âme l'Ukraine. Il a fait voter, parfois un peu dans la difficulté, parce que les républicains de la Chambre des représentants s'y opposaient, des paquets d'aide tout au long de son mandat. Et jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire, je crois, le 7 janvier, donc 13 jours avant que Trump arrive, il a encore débloqué de l'aide pour soutenir Zelensky, qu'il accueillait régulièrement à Washington. Il lui laissait des tribunes au Congrès pour qu'il puisse s'exprimer et justement appeler le reste du monde à l'aide. Donc là, vraiment, on est arrivé sur un changement de paradigme total. L'idée, c'était plus de contrer Vladimir Poutine et un peu de soutenir l'effort de guerre ukrainien, mais de dire, en fait, maintenant, on arrête là, on arrête les frais, les États-Unis ne veulent plus dépenser un centime pour l'Ukraine, et on le fait comprendre en humiliant son président. Tu le disais lors de la précédente rencontre, donc en février dernier, entre Trump et Zelensky. Zelensky, le président ukrainien, s'était fait pilonner verbalement. On lui reprochait son t-shirt militaire qu'il a un peu tout le temps. On lui reprochait aussi de ne pas avoir dit merci aux États-Unis dans son aide dans la guerre que subissent les Ukrainiens par rapport à la Russie. Hier, Zelensky avait un costume. Hier, Zelensky a dit plusieurs fois merci. On a vu un peu un changement de comportement aussi de sa part, du coup, à ce moment-là. Je pense que lui, c'est quand même un personnage politique hyper intéressant, Zelensky, qui a pris énormément d'ampleur depuis le début de la guerre en Ukraine, alors qu'avant, c'était un président un peu inconnu, ancien acteur, etc. Il a totalement joué le jeu de Trump, parce que là, ça fait 6 mois qu'il est en place. On voit très bien comment on fonctionne. Et typiquement, Donald Trump, c'est quelqu'un qui adore les compliments et qui adore les petites marques d'attention. Il avait même exprimé le fait que d'avoir quelqu'un qui ne vienne pas habillé en costume dans son bureau, c'était pour lui une insulte. Donc là, il est arrivé, il a joué le jeu, il l'a caressé dans le sens du poil. Et les Européens ont fait exactement pareil juste après, à lui dire des compliments, à le remercier pour justement les efforts de paix qu'il était en train de mettre en place, alors qu'au fond, depuis une semaine, tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de précipiter les choses, il va beaucoup trop vite. » Et surtout, on a l'impression qu'il se fait berner par Vladimir Poutine. Ça paraît fou quand même que de si petites choses puissent être aussi importantes et autant d'importance aux yeux d'un chef d'État comme Donald Trump, alors qu'on parle quand même potentiellement de la résolution d'un conflit qui menace parfois de se généraliser, mais quand bien même qui menace l'existence de plusieurs dizaines de milliers de personnes, surtout des Ukrainiens. C'est complètement dingue. Et en fait, je pense que ça témoigne de la personnification que Trump fait de la politique et du fait que tout ça est fait vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que typiquement, autrefois, et quand je dis autrefois, je parle vraiment d'il y a 6 mois, mais ça paraît déjà super loin, une conférence de paix internationale, une rencontre entre 2 chefs d'État, comme ça a été le cas entre Poutine et Trump la semaine dernière, c'est préparé des mois à l'avance. Il y a des conseillers qui ont déjà en fait tout rédigé sur papier et ils arrivent pour la photo, pour se serrer la main, pour échanger 2-3 mots et signer les documents. Avec Trump, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ses conseillers disent que déjà il lit pas un seul document et lui il fonctionne à l'instinct. Il se dit en fait je vais entendre ce que Poutine a à me dire et puis on va discuter sincèrement. Et c'est très compliqué pour des analystes, des chercheurs, des journalistes comme nous sur l'actualité internationale d'anticiper ce qui peut se passer parce que en fait, tout se passe dans sa tête. Et là, on voit qu'il suffit de lui parler, d'utiliser les mots qu'il comprend pour justement créer un canal. Et je pense que typiquement, Vladimir Poutine sait très bien faire ça. Et c'est un peu l'impression qu'on a eue de leur rencontre à Anchorage, en Alaska, vendredi. Il a réussi à le convaincre d'un certain nombre de choses qu'il a toujours défendues, qui, historiquement, avec une culture internationale géopolitique, auraient pu être complètement démontées sur les causes profondes, entre guillemets, de la guerre. Ça, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a une vision du monde qui est la vision des Russes et une autre vision qui est celle des Ukrainiens sur le conflit. Et en fait, on a l'impression que Trump, quand il sort d'une réunion ou d'un coup de fil avec Vladimir Poutine, il a complètement épousé toutes les thèses que le président russe lui a exposées. Parce qu'il a su le faire et l'enrober de manière
en lui faisant des compliments. Typiquement, on sait qu'il lui a dit oui, votre élection en 2020 a été volée, alors que c'est complètement faux. Quand il a perdu contre Biden, non, la Russie n'est jamais intervenue dans une élection américaine, alors qu'il y a eu des preuves d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Et en fait, il lui dit des choses qu'il veut entendre. Du coup, Trump se sent important. Et en fait, c'est comme ça qu'il fait de la diplomatie. Ce qui est, pour un diplomate un peu professionnel, juste complètement absurde. Ouais. Et alors, est-ce que Zelensky a réussi à modifier, à faire évoluer la vision des choses, en tout cas la vision de ce conflit de Donald Trump? Est-ce que des choses ont été décidées, actées hier par rapport à un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors, je pense que c'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'on voit qu'on est un peu dans un entre-deux. Je pense que, effectivement, ce qu'on ressent au sortir de la réunion d'hier, c'est que Trump a été sensible déjà au fait que les Européens se déplacent avec Zelensky, qu'ils viennent tous ensemble pour essayer justement de lui dire « Vous avez raison de vouloir faire la paix, mais voici, nous, ce qu'on trouverait intéressant de mettre en avant. » Le problème, c'est qu'on sent quand même qu'il est plus sensible aux arguments des Russes qu'aux arguments des Européens. Parce que il y a quelque chose faut rappeler que Donald Trump, c'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui passe des deals. Et dans un deal, en fait, dans un accord commercial, il y a quelqu'un qui est à l'avantage et l'autre qui l'a pas. Et c'est toujours celui qui a l'avantage qui dicte les règles. De son point de vue, la Russie avance sur le front, c'est elle qui a l'avantage. Donc pourquoi est-ce que, en fait, on refuserait certains de leurs desiderata, même s'ils sont complètement dingue d'un point de vue du droit international, parce qu'il s'agit de rattacher un territoire qui ne leur appartient pas à la Russie. Mais il se dit, voilà, en fait, c'est comme un deal, ils sont en avantage, c'est plutôt eux qui dictent les règles, donc il va falloir accepter. Moi, je peux essayer de négocier des choses, parce que c'est ce que je fais. Il se voit vraiment comme un businessman qui est là en train de dire, pour moi, l'important, c'est que ça s'arrête, parce que votre truc, ça coûte cher, et en fait, ça me plombe. Donc, on va essayer de trouver une solution. Et la solution, moi, j'entends vos arguments, mais en fait, en face, ils ont plus de force, plus de pouvoir, plus d'armes, globalement. Je vois vos remarques dans le chat et je salue les nouveaux qui arrivent. Je le répète parce que je vois que vous rebondissez un peu parfois sur nos discussions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler et je les relais en temps réel, évidemment, à Benjamin. On parlait de la difficulté un peu de comprendre aussi ce qui pourrait permettre d'obtenir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, mais est-ce qu'on sait un peu plus précisément ou pas ce que en tout cas, les lignes importantes que voudrait avoir l'Ukraine et les lignes importantes que voudrait avoir la Russie? Est-ce que ça, là-dessus, on en sait plus? Ouais, alors on sait exactement ce que veut Poutine. Il l'a assez clairement exprimé. En gros, si on refait un petit peu le front ukrainien, actuellement, il y a tout le sud et l'est de l'Ukraine. On voit, en fait, la ligne de front s'étend sur toute cette zone-là, d'une région qui s'appelle Kherson, et ça va jusqu'au Donbass, au nord-est de l'Ukraine. Cette ligne de front, elle traverse 4 régions. Et ces 4 régions, donc il y en a une partie assez importante qui, depuis 2022, est occupée illégalement au regard du droit international par la Russie, et dans lesquelles, d'ailleurs, Vladimir Poutine a fait des référendums constitutionnels pour les rattacher officiellement à la Russie, ce qui a été reconnu par personne, sauf les alliés de la Russie, et qui lui permet de justifier qu'à présent, ces territoires sont russes. Ce qu'il propose à Donald Trump, c'est de céder tout le Donbass, donc c'est-à-dire Louhansk et Donetsk, les 2 régions les plus à l'est et au nord-est, dont une partie est encore sous contrôle ukrainien. Donc ça voudrait dire que l'Ukraine devrait céder une partie de cette région-là. Je crois que c'est autour de 9000 km², donc c'est quand même quelque chose d'important, où il y a 2 villes assez importantes que sont Kramatorsk et Slaviansk, qui sont aujourd'hui des zones en fait, d'où partent les soldats qui vont au front, sur le front du Donbass. Et il propose de geler au sud la ligne de front, c'est-à-dire de couper en fait, les régions de Zaporizhzhia et de Kherson en 2, globalement. Mais ça, pour l'Ukraine, cette idée qu'il y a un échange de territoire, c'est-à-dire qu'une partie actuellement occupée par l'Ukraine soit donnée à la Russie, c'est totalement inacceptable. Et Vladimir Poutine, sur cet échange-là, pour l'instant, il est intransigeant. L'autre chose qu'il demande, c'est que l'OTAN, donc l'organisation transatlantique, qui a été créée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui rassemble les États-Unis et une grande partie des pays européens, et il y a aussi la Turquie. D'ailleurs, il y a de nouveaux pays européens qui sont rentrés dans l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment la Suède. Et en fait, il réclame que l'OTAN n'ait plus de base militaire proche des frontières russes. Ça, en gros, c'est un des grands arguments de Poutine. Il dit, c'est pas moi qui suis agressif, c'est l'OTAN qui, en plaçant des bases militaires, qui sont des bases militaires plutôt de défense, menace la Russie.
Donc ça, c'est vraiment un des grands débats. Et là-dessus, il y a un vrai point de discorde avec les Européens et les Ukrainiens parce que les Européens ont besoin de l'OTAN pour se défendre en cas d'agression. Et si demain, une résolution du conflit est trouvée, qu'on gèle, on trouve un accord sur les territoires qui seraient occupés par la Russie et ceux qui seraient gardés par l'Ukraine, eh ben, les Ukrainiens disent « mais comment on s'assure que les Russes vont pas profiter en fait de cette paix pour reformer leur armée, retrouver des hommes, reconstruire des armes et nous réattaquer dans 10 ans ?» Ils disent « pour ça, on a besoin de garanties de sécurité », donc c'était un des grands thèmes de la réunion d'hier. Et ces garanties de sécurité, typiquement en Europe, c'est l'OTAN. C'est ce qu'on appelle l'article 5 de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN, il prévoit que si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, les autres peuvent lui porter assistance et en fait s'engager militairement pour le protéger. Et donc voilà, on est sur ce débat-là où les Européens disent « Ok, Poutine ne veut absolument pas que l'Ukraine intègre l'OTAN », ce qui a été discuté longuement ces dernières années pour pouvoir la protéger. Donc il faut qu'on trouve une sorte de compromis où on aurait une forme de faux article 5 qui ferait que si la Russie attaquerait à nouveau l'Ukraine, eh ben, les pays européens, peut-être même les États-Unis, puissent la défendre et surtout qu'une force de paix soit déployée le long de cette ligne de front où aujourd'hui il y a les combats pour protéger les frontières de l'Ukraine. Et ça, c'est un débat qui est extrêmement complexe. Les Américains ne veulent pas mettre d'hommes dessus, sachant que les Européens sont prêts à envoyer des troupes, donc des troupes de maintien de la paix. On n'est pas sur vraiment envoyer des contingents pour aller se battre. C'est vraiment comme, par exemple, l'ONU qui a différentes missions. Notamment, il y avait une mission de l'ONU au sud d'Israël, au sud du Liban, entre Liban et Israël, pour protéger la frontière. Il y en avait en RDC, etc. C'est pas toujours des choses qui marchent, on l'a vu, puisqu'il y a eu des conflits dans ces zones-là. Mais c'est une manière de dire, on est là pour empêcher qu'un nouveau conflit arrive. Et vu que Poutine est intransigeant sur le fait qu'il ne veut pas de cette force-là, les Européens disent, en fait, il prépare la guerre. Enfin, s'il voulait vraiment la paix, il accepterait qu'il y ait une force de paix qui s'installe. Pour que ces négociations avancent, il faudrait aussi une rencontre potentielle entre Poutine et Zelensky. Est-ce que ça, c'est désormais prévu après que Trump ait rencontré Poutine et qu'il ait rencontré aussi Zelensky? Alors ça, je pense, c'est peut-être entre guillemets, le plus gros progrès de la réunion qu'on a eue hier. L'idée n'est pas, cette rencontre, on n'est pas du tout sûr qu'elle va avoir lieu, mais c'est la première fois que Poutine, alors on ne l'a pas entendu directement, c'est ce qu'il aurait dit au téléphone à Trump à l'issue de la réunion, se serait dit prêt à rencontrer Zelensky. Soit dans une bilatérale, juste Zelensky-Poutine, soit dans une trilatérale avec Trump. Ça, si ça arrive, c'est effectivement un sacré progrès parce que depuis le début de la guerre, Poutine refuse catégoriquement de rencontrer Zelensky parce que, en gros, il estime que c'est un nazi qui persécute les populations russophones d'Ukraine. Enfin, il est dans une rhétorique qui a été un peu battue en brèche par la plupart des historiens et la plupart des politologues depuis, mais qui consiste à justifier ce que lui appelle son opération militaire spéciale en Ukraine. Et pour lui, en fait, Zelensky, ça n'est rien d'autre qu'un mercenaire à la tête d'un pays qui n'a pas lieu d'être. Donc ça, voilà, il y a un petit changement de paradigme avec ça. Après, là, les Européens sont en train de dire... il y a notamment Emmanuel Macron qui a dit que ça pourrait se tenir à Genève. Un ministre italien a dit que ça pourrait être aussi à Rome. Enfin, ils sont en train de mettre en place les conditions pour que cette rencontre arrive. Après, on n'a aucune garantie que Poutine ne va pas dire au dernier moment, en fait, non, je ne rencontre pas Zelensky parce que telle et telle condition. En fait, c'est ce qu'il fait depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il dit à Trump, ouais, je peux avancer sur la paix, etc. Et puis, 2 semaines plus tard, il dit, non, mais en fait, telle et telle condition ne sont pas réunies. Et on les voit déjà, les officiels russes, mettre énormément disons, de prudence sur la possibilité que cette rencontre arrive. Donc on va voir si effectivement ça bouge et que cette rencontre a lieu, c'est pas impossible. Mais c'est encore, même les Européens, ils croient pas trop. Friedrich Merz, le chancelier allemand, hier, il a dit « Je pense pas que Poutine ait le courage de faire cette rencontre ». Et je vous ai mis là le chat, vous voyez sur votre écran, c'est le direct du site de Libération sur lequel vous pouvez suivre toute la journée les différentes actualités au sujet de la guerre en Ukraine. Et donc après la rencontre entre Trump et Zelensky d'hier, vous pouvez suivre donc tout au long de la journée les différentes actualités et avoir des mises à jour concernant ce sujet. Donc là tu le disais, on parle potentiellement d'une rencontre, même certains disaient dans les 2 semaines là en Suisse entre Zelensky et Poutine, potentiellement aussi avec d'autres alliés. Tu disais c'est aussi le plus gros point de progrès de cette rencontre qui a pu avoir hier entre Trump et Zelensky. Est-ce que quand on ressort et quand on analyse cette rencontre entre Trump et Zelensky, on se dit du coup que c'était
agréablement positif? Est-ce qu'on est agréablement surpris? Ou est-ce qu'au contraire, on est encore potentiellement plutôt déçu de cette rencontre, de ce sommet? C'est compliqué de répondre à cette question au sens où je pense qu'on peut être... En fait, depuis que Donald Trump a pris un peu les rênes de cette résolution du conflit en Ukraine, tout le monde craint le pire. Et de fait, quand le pire n'arrive pas, c'est déjà un soulagement. Donc, le fait qu'hier, par exemple, Zelensky n'ait pas été une nouvelle fois humilié par l'administration Trump, c'est positif. Le fait que Donald Trump ait accepté de recevoir les dirigeants européens pour discuter de l'avancement des discussions avec Poutine, enfin les intégrer à une résolution de paix, c'est positif. Donc ouais, il y a des choses positives qui se sont passées hier. Après, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne voit pas non plus de choses factuellement, de progrès factuels émerger. C'est-à-dire que oui, ok, on arrive éventuellement dans les 2 semaines à réunir Poutine et Zelensky à une table. Symboliquement, c'est super fort. C'est un progrès. Mais est-ce que ça va suffire pour arrêter la guerre? C'est-à-dire que pour l'instant, si on regarde concrètement ce qui se passe sur le terrain, il n'y a absolument pas de ralentissement de la guerre. Il n'y a pas moins de gens qui meurent et il n'y a pas moins d'armes qui sont utilisées. Et c'est ça qui est un peu décevant dans ce genre de processus diplomatique, c'est que tant que concrètement il n'y a pas des propositions et en fait une partie ou l'autre qui commence à céder pour obtenir un consensus, on voit rien de... Il y a pas de... Voilà, on ne voit pas la paix vraiment se profiler. Et c'est ça qui est un petit peu... moi, ce que je retiens de la réunion d'hier, c'est que c'est positif en termes de symbole, mais qu'en termes de gains pour avancer vers la paix, rien de concret n'a été avancé. Est-ce que ces rencontres et ces échanges diplomatiques aboutissent parfois à des choses très concrètes, ou est-ce que c'est surtout habituellement des choses pour avoir une belle photo, un peu pour l'image? Est-ce que ça a vraiment de l'importance dans les faits, dans la résolution d'un conflit, notamment ces rencontres diplomatiques? Oui, je pense que c'est important parce que si on ne passe pas par cette étape-là, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait de faire des concessions, de trouver un terrain d'entente, c'est impossible. Si on condamnait totalement ce genre d'initiative et qu'il n'y avait jamais justement de discussion, de tractation, rien ne se passerait. On l'a très bien vu d'ailleurs dans le conflit. Alors, l'exemple va paraître un peu paradoxal parce que ce qui se passe à Gaza en ce moment, c'est absolument pas... Il n'y a absolument pas d'avancée, mais il y a tout de même eu 2 trêves qui ont été obtenues grâce à des efforts diplomatiques qui ont permis une pause dans un conflit qui semble interminable. Mais en fait, si ces discussions-là n'ont pas lieu, ce serait juste le chaos absolu, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que la guerre. Et même si, en fait, on peut s'inquiéter de la manière dont Trump est en train de mener ces discussions de paix, il est essentiel que des discussions de paix existent. Quand je disais tout à l'heure qu'entre Biden et Poutine, il n'y avait absolument pas de contact direct officiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas en sous-main des tractations et des débuts de tentatives de discussion. En fait, c'est ça la diplomatie. C'est passer toujours par des canaux divers, utiliser un autre pays, un pays tiers, pour essayer de mettre en place les conditions d'une discussion. Et je pense que de ce point de vue-là, la diplomatie, ça reste la base de la résolution d'un conflit. Donc, ça reste positif. Le chat, notre stream va bientôt toucher à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre maintenant et je les relais à Benjamin. Moi, j'avais une dernière chose que je voulais voir aussi avec toi, Benjamin, c'est que là, tu le disais, entre Biden et Poutine, il n'y avait pas vraiment de relation. En tout cas, c'était très très différent par rapport à Trump-Poutine. Est-ce que selon toi, alors c'est peut-être compliqué de se positionner aussi là-dessus, est-ce que selon toi l'approche de Trump qui est plus proche de Poutine que Biden ne l'était avec le président russe, est-ce que potentiellement sa gestion de ce conflit est plus efficace qu'elle l'était celle de Biden? De mon point de vue, pas vraiment. Au sens où le fait que les États-Unis aient commencé à réduire totalement leur aide militaire et financière à l'Ukraine depuis 6 mois, ça les a mis dans une situation, même si l'Europe s'est surengagée depuis pour essayer de compenser les pertes, dans une situation complexe sur le front. Ça leur a fait perdre plus de terrain. Ça les a mis dans une position délicate pour pouvoir négocier la paix. Et la manière dont Trump mène en fait toutes ces discussions-là, le fait qu'il embrasse plus les thèses de la Russie que les thèses de l'Ukraine et des Européens qui sont historiquement ses alliés, c'est ultra problématique parce que ça donne l'impression qu'il essaye de bâcler la résolution du conflit pour, et là on n'en a pas encore parlé, mais pour son objectif ultime qui est d'avoir le prix Nobel de la paix. Il ne le cache même pas, il le dit quasiment ouvertement, il attend le 18 octobre. Le 18 octobre, c'est la semaine où les prix Nobel sont décernés.
Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un problème de vouloir arriver très vite à la paix? C'est qu'en bâclant une paix, on ne règle pas le vrai contentieux. C'est exactement ce que disent les Européens et les Ukrainiens, c'est que qu'est-ce qui nous garantit, si on va trop vite, que Poutine ne va pas reconstruire son armée, se renforcer et réattaquer l'Ukraine pour envahir tout le pays, voire pourquoi pas s'attaquer à l'Europe d'ici 10, 15 ou 20 ans. Parce qu'en fait, dans toutes les guerres qu'il a menées, Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, notamment en Géorgie, en Tchétchénie, c'est exactement ce qu'il a fait. En fait, la méthode, elle est connue. Et cette espèce de méconnaissance historique ou d'ignorance de l'histoire, c'est ultra problématique parce que ça pose un peu les germes des futurs conflits de demain. Donc de ce point de vue-là, je pense que sa méthode, elle est tronquée. Et c'est exactement ce que pensent la plupart des Européens. Je rebondis juste rapidement sur Trump qui vise le prix Nobel de la paix. Est-ce que ça a des chances ou est-ce que ça paraît tout à fait impossible? Ça paraît compliqué. Ça paraît surréaliste après, en tout cas. Ça paraît surréaliste, mais je veux dire, l'actualité internationale est tellement surréaliste depuis un an qu'on n'est pas à l'abri de... Le prix Nobel de la paix, c'est un prix incroyable qui a parfois été décerné de manière un peu étrange. Si on prend par exemple le prix Nobel de la paix qu'a reçu Obama juste après son élection, c'était un peu absurde de donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un parce qu'on anticipait qu'il allait résoudre des choses, alors qu'il a finalement pas résolu tant de choses au niveau international. Si on prend par exemple un autre prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, c'est le président de l'Éthiopie. Il a reçu ce prix Nobel pour avoir terminé la guerre avec l'Érythrée. 2 ans plus tard, ce prix Nobel de la paix entraînait son pays dans la guerre civile. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de pincettes sur ces choses-là. Peut-être qu'il l'aura. Mais il ne faut pas en faire non plus un... Pour lui, c'est un Graal, parce qu'en plus, il y a énormément d'argent. Il y a une enveloppe je crois, d'1 million d'euros ou d'1 million de dollars. Pour lui, il veut en fait se venger aussi d'Obama. Il est jaloux du fait qu'Obama ait eu le prix Nobel. Obama qu'il avait humilié en son temps en le traitant un peu de crétin. Et là, pour lui, ce serait sa vengeance ultime, d'être le faiseur de paix du monde, alors qu'on l'accuse d'être un peu agressif dans sa manière de faire. Et je vous le disais, pour suivre l'actualité au sujet de la guerre en Ukraine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Libération avec un live qui est mis à jour tout au long de la journée. Et vous pouvez aussi retrouver sur le site l'analyse du sommet entre Trump et Zelensky d'hier à Washington, que vous pouvez retrouver facilement sur le site. Et puis j'en profite aussi pour vous préciser que vous pourrez retrouver, pour celles et ceux qui sont arrivés avec un petit peu de retard, la rediffusion de cette discussion avec Benjamin sur notre chaîne YouTube dès ce soir en fin de journée. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour retrouver cette discussion et pour ne pas manquer nos prochains reportages et nos prochaines rediffusions de discussions. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous ce midi.